Centre Mohamed Hassan El-Ouazzani pour la démocratie et le développement humain. مركز محمد حسن الوزاني للديمقراطية والتنمية البشرية. Le 16 mai, c'est la journée internationale du vivre ensemble en paix. Et ça résonne un petit peu. Vous savez, c'est la journée internationale. C'est une journée qui a été établie en 2017 à peine. Et en fait, c'est une journée de mobilisation sur comment vivre ensemble, comment réaliser cette union dans la paix, la tolérance, l'harmonie. Et en fait, le sujet de cet exposé d'aujourd'hui s'inscrit tout à fait dans cette intention-là. Puisqu'il va être question, en fait, de l'individualisme moderne. Ça résonne un petit peu, si vous voulez bien m'aider au niveau technique, c'est un petit peu désagréable. L'individualisme, ça s'est développé depuis des décennies, on le sait, dans la sphère économique et politique. Mais en fait, il a maintenant conquis la sphère psychologique et ce faisant, il a bouleversé nos relations aux autres. Et parmi les grandes illusions qui se sont développées dans le sillage de cette idéologie individualiste, il y a ce qu'on appelle le bonheur personnel, le bonheur individuel, qui est établi sur le socle d'un chacun pour soi. Mais on va développer ça. Ce qui serait intéressant avant de développer ces points, merci beaucoup. Donc, ce bonheur-là est devenu une sorte de nouveau produit de consommation et on va en parler. Mais auparavant, déjà, qu'est-ce que c'est que le bonheur? De quoi on parle? Qu'est-ce que c'est que le bonheur? C'est quoi pour toi être heureuse? Le bonheur, c'est tout simplement personnel, à mon avis, c'est personnel. C'est une perception qui peut être simpliste et qui n'est pas du tout dans la recherche matérielle. Voilà par exemple une réponse. Nous pourrions demander à d'autres personnes et nous aurions une vision, qu'est-ce que c'est que le bonheur personnel, puisque la définition, qu'est-ce que chacun de nous attend pour être heureux? Au fond, est-ce qu'on se pose vraiment cette question? Est-ce qu'on se pose vraiment cette question? Une sensation de bien-être. Une sensation de bien-être. Oui, bien-être. Mais là encore, le bien-être, ça dépend. Il y en a pour qui vous n'entendez pas? Ça va? Moi? C'est bon? Pardon. Oui, je voudrais ajouter, le bonheur pour moi, c'est l'absence de la douleur. Voilà par exemple une façon également de vivre le bonheur. S'il n'y a pas de douleur, s'il n'y a pas cet inconfort de la douleur, je suis dans le bonheur. Donc en fait, même si nous avons des définitions génériques, globales de ce que c'est que le bonheur, chacun de nous, à un niveau personnel, le ressent dans des situations différentes. C'est une expérience subjective, ça, on le sait. On ne peut pas peser le bonheur, on ne peut pas le mesurer avec un mètre ruban, on ne peut pas l'évaluer, on ne peut pas le comparer, en réalité. C'est quelque chose qui est subjectif. On sait seulement que c'est un état de bien-être où il existe une composante affective qui est cet affect d'émotions agréables on parle d'émotions positives, donc la joie, l'optimisme, on parle d'une ouverture, d'une expansion. Quand on est heureux, quelque chose en nous est ouvert, plénitude. Et puis il y a une composante mentale, une composante cognitive qui est celle de l'appréciation. Quand on est heureux, eh bien on apprécie ce qu'on vit parce que l'on le considère comme le plus proche de ce qu'on a envie de vivre. Voilà. On sait plus ou moins que c'est ça. On sait aussi que le bonheur c'est une quête constante. L'humanité a toujours voulu connaître la nature du bonheur et le pérenniser. Et puis on sait, comme ce que tu viens de dire, Bouchna, comme ce que vous dites, que ce sont des croyances qui varient d'un individu à l'autre, d'une société à l'autre, d'une époque à l'autre, d'une culture à l'autre. En fait, le bonheur, il y a eu plusieurs définitions, plusieurs compréhensions, plusieurs conseils qu'ont donné les sociétés, les communautés, les individus pour être heureux. Ce que je propose, c'est un petit survol des conceptions qui ont été données, des grandes conceptions qui ont été proposées sur le bonheur. Alors, pour les philosophes grecs,
le bonheur vient de la vertu et de l'excellence morale. Cette importance de la vertu, on ne retrouve pas cette même idée chez les stoïciens plus tard, ou bien aussi au Moyen-Orient, dans le taoïsme par exemple, le bouddhisme également. La vertu, disaient les anciens, c'est une qualité morale, une qualité intellectuelle essentielle qui va nous assurer une vie bonne, une vie sage, en harmonie avec la société. Et pour eux, ces vertus, alors il y avait des vertus cardinales, il y a 4 vertus cardinales qui sont le courage, qui sont la justice, qui sont la tempérance c'est la sobriété, c'est la simplicité, et qui sont la prudence. Et la prudence, c'est pas la peur, c'est le discernement, c'est la vision juste. Les philosophes grecs, si on est vertueux, par exemple, Socrate disait qu'une personne vertueuse, c'est forcément une personne sage, vertueuse, c'est forcément une personne heureuse, parce qu'elle est en harmonie avec elle-même et avec les autres. Et pour ça, Socrate disait, il faut te connaître toi-même. Et c'était lui qui avait repris sous forme de maxime, connais-toi toi-même. Pareil, Platon, la même chose, Platon disait qu'il imaginait un état idéal où les dirigeants, les gouvernants étaient des rois philosophes, et de sorte qu'ils pouvaient gouverner avec justice. Et c'était ça ce qui était la possibilité de mettre en place le bonheur dans une société. Aristote, lui, c'est celui qui a le plus parlé des vertus, et notamment, il a, dans Éthique à Nicomède, il parle d'une vertu importante, pour moi c'est une vertu principale, et qu'il appelle le courage moral. Et le courage moral, malheureusement, on en manque beaucoup dans nos sociétés aujourd'hui, c'est faire ce qui est juste, même si c'est difficile. Voyons un peu ce que les traditions religieuses et spirituelles ont dit du bonheur. Pour eux, globalement, le bonheur vient de la paix intérieure et de la communion avec Dieu, ou l'illumination spirituelle. Le bouddhisme, par exemple, dans le bouddhisme, il n'est pas question de Dieu, mais le bonheur, c'est la libération de la souffrance, un petit peu ce que vous dites par rapport à la maladie. C'est l'atteinte d'un état particulier, un état d'extase, un état de connaissance ultime de la vérité. L'atteinte va nous donner ce qu'on appelle l'éveil spirituel, et c'est cet éveil-là qui est du bonheur. La souffrance est causée notamment par l'attachement au plaisir éphémère du monde, et en nous détachant de ces désirs par un certain nombre notamment par la pleine conscience, par la méditation, par la compassion envers tous les êtres vivants, eh bien nous pouvons nous libérer de cette souffrance. Pour les religions, en particulier les religions monothéistes, que ce soit le judaïsme, le christianisme ou l'islam, le bonheur ne peut pas être obtenu sans obéissance au commandement divin. C'est-à-dire que finalement, il est important de pratiquer la foi et les vertus que l'on connaît. La compassion, la gratitude. Les chrétiens parlent du royaume de Dieu, qui est le royaume des cieux et qui est donc le paradis. Et pour les musulmans, nous apprenons la paix intérieure par la foi et par la soumission à la volonté divine. Alors, ce que je voudrais vous faire remarquer, c'est que le bonheur dans les religions monothéistes et surtout dans l'au-delà. C'est-à-dire que donc finalement, nous ne sommes pas vraiment au monde pour être heureux, mais pour être satisfaits. Il s'agit d'être reconnaissant de ce que nous vivons, mais le vrai bonheur, c'est plus tard. C'est une récompense divine, une récompense pour nos actions. Et c'est une différence majeure avec ce qui va venir, avec les conceptions modernes, ultérieures du bonheur, qui sont des propositions matérialistes, c'est-à-dire qu'au sens premier du terme matérialiste, c'est-à-dire le bonheur, c'est ici, c'est maintenant, et c'est personnel. Il y a eu des grands mouvements philosophiques et littéraires qui ont impacté le monde et qui se sont opposés aux croyances traditionnelles sur le bonheur, aux propositions traditionnelles. Ces mouvements se sont tous opposés aux structures de l'époque, aux structures autoritaires et même aux traditions religieuses. Et ces mouvements ont mis surtout l'accent sur la liberté individuelle. Par exemple, nous avons l'époque, le siècle des Lumières, 17e, 18e siècle, où on met l'accent sur la liberté, sur l'égalité des droits, et où on demande une séparation entre l'État et l'Église. Il y a eu les romantiques aussi, plus tard, donc,
vers le XVIIIe siècle, qui, eux, ont mis l'accent sur l'individualisme, sur l'expression de soi. On dit que cette époque, on dit que le romantisme, c'est le culte du sentiment. Donc pour eux, le bonheur, c'est la liberté, c'est l'expression de soi. Il y a eu l'existentialisme également, Jean-Paul Sartre, Camus, qui, eux, ont parlé de l'absurdité du monde et que finalement, quoi que le monde soit absurde, il est important de trouver un sens et de s'engager. Ils ont parlé de la responsabilité individuelle. Donc, au total, pour ce qu'on a vu ici, le bonheur découle de la liberté de choisir son propre chemin, de réaliser son plein potentiel dans une société juste, une société équitable. Et puis nous arrivons à la culture contemporaine, la culture actuelle, et là c'est une sorte de tutti-frutti de plusieurs concepts, également de ce que nous a ramené la psychologie, on va le voir plus tard, et on constate en fait qu'il y a 5 grandes tendances. La première, c'est que c'est clairement une culture de la consommation, une culture majoritairement matérialiste. C'est-à-dire que le bonheur est... Alors, je vois que ça ne s'affiche pas. Je vois que le... Donc, oui, c'est pas grave, vous allez me suivre là pour la diapo qui me... Donc, le bonheur est associé à la possession. Il est associé à l'achat. Donc, des personnes ont l'air heureuses parce qu'elles possèdent des objets, parce qu'elles possèdent des choses. Elles ont un visage épanoui, elles ont un grand sourire. Les mannequins sont féeriques, ils font rêver. Et finalement, par imitation, par substitution, on va acheter ce qu'ils ont pour devenir ce qu'ils sont, ou ce qu'ils semblent être, ce qui nous semble être, c'est-à-dire heureux. Et ces mensonges marketing vont finalement faire approcher des personnes qui ont des frustrations plus importantes que d'autres, et plus il y a de frustrations, plus on va convertir dans cette possession. Aussi, autre chose, c'est que le bonheur est associé à la richesse. J'ai oublié de vous parler de ça, c'est-à-dire que la fortune, le statut social, la célébrité, pas simplement la possession et pas simplement la consommation, et c'est ce qui s'échange aussi dans les réseaux sociaux. Le deuxième point, c'est que c'est une culture excessivement individualiste. Alors, ce que je veux dire, c'est que l'individualisme nous a permis aux citoyens plus de la liberté, de l'autonomie, une responsabilité. Mais quand il est poussé à l'extrême, eh bien, il provoque des effets pervers et il va détériorer les relations interpersonnelles. Et c'est malheureusement le cas dans nos sociétés où nous avons une valorisation de la gratification personnelle et de la poursuite des intérêts individuels. C'est aussi une culture de l'image de soi. Donc, vous vous rendez compte que plusieurs personnes s'emballent dans cette autopromotion et finalement mettent en avant leur image, une sorte de rêve collectif de célébrité. Le problème que ça donne, c'est que c'est une dépendance du regard des autres. Et donc, quel est le principe? C'est afficher des aspects positifs de sa vie. C'est montrer qu'on est heureux et en donner des preuves. Et les preuves, on les donne par les images. Nous sommes heureux puisque nous sommes dans ces réalisations-là. Et je pense à une femme de mes connaissances qui est devenue une véritable toxicomane de l'affichage de soi. Et en fait, c'est pas du tout une femme qui est ni particulièrement narcissique ni vaniteuse, mais qui est rentrée dans cette pente incessante de montrer. Alors, la voilà qui se photographie dans son salon, dans sa cuisine, au restaurant, et qui passe son temps à raconter des détails sans absolument aucun intérêt sur des activités tout à fait ordinaires. Et en réalité, elle ne peut plus se passer de ce regard par les autres. Être regardé par les autres, être regardé, être liké, être apprécié. Et on peut se poser la question finalement, est-ce que les plaisirs seraient les mêmes s'ils n'étaient pas publics? Susciter l'admiration, susciter la jalousie si possible, mais finalement être vu, être reconnu, être validé par les autres. Et c'est à ce moment-là que j'apprécie ce que je fais. Alors, le résultat, évidemment, c'est du narcissisme.
c'est un sentiment exagéré de sa propre importance, un besoin constant d'attention et qui peut devenir pathologique. Et puis ensuite, c'est inévitable, c'est une comparaison sociale permanente. Et la comparaison sociale entraîne des pressions. Se comparer aux autres en permanence, c'est être dans une logique de rivalité, une logique de concurrence. Et c'est tout à fait divisant. Et ça nous mène à diminuer la bienveillance et à être au contraire dans un chemin tout à fait opposé au chemin du bonheur. Il y a également dans cette culture contemporaine une focalisation sur le bien-être. L'individualisme du monde moderne, et ça j'en parle en effet dans mon livre, il s'incarne de manière franche dans l'univers du bien-être. Le bien-être aujourd'hui, c'est une sorte de mode. Alors non pas qu'il faille jeter le bébé à l'eau du bain, hein. Il y a eu des choses qui ont été très utiles pour la société des informations, qui ont beaucoup servi justement à améliorer et à diminuer le mal-être. Mais il y a des excès dans cette démarche, et c'est des excès dont je parle. La conséquence, c'est que les vendeurs du bien-être se sont multipliés de façon exponentielle et que finalement, nous avons des vendeurs d'illusions. Jamais autant qu'à cette époque, on a parlé de l'obligation d'être heureux. Jamais autant qu'à cette époque, on nous a sommés à être heureux sur un bonheur standard, un bonheur prêt à porter, un bonheur comme les autres, un bonheur sur les normes sociales. Et c'est ce bonheur-là, sinon la société, votre communauté décrétera que vous n'êtes pas heureux. Et on peut obtenir ce bonheur, eh bien, il y a des conditions pour l'obtenir, et les conditions, c'est de ne penser qu'à soi. C'est de s'aimer, c'est de se faire plaisir, c'est penser à sa beauté, à sa jeunesse, à sa... Voici ce que un jeune garçon, une jeune fille s'imbibe régulièrement par toutes les avalanches d'incitation à la consommation qu'on nous adresse. Et donc désormais, ça va même plus loin, on nous propose ce bonheur sur catalogue, hein, il suffit de cliquer, je l'appelle Uber Bonheur. Alors il y a une autre tendance dans la culture contemporaine et sa relation avec le bonheur, c'est l'envahissement de nos vies par la technologie. Les avancées technologiques nous ont évidemment facilité la vie, personne d'entre nous ne démentirait cette affirmation-là. Ils nous permettent de nous documenter, de communiquer, ils nous permettent d'aller beaucoup plus vite et c'est plus facile. Mais ce qui est plus rapide et ce qui est plus facile a conduit également à nous appauvrir, à nous surcharger. Ça vole notre attention, ça rapte nos capacités de concentration. Ça nous rend paresseux, intellectuellement paresseux. Nous parlons de génération du clic. Et ça provoque des biais pervers dans notre interprétation du bien-être. L'addiction est telle que pour nous tous, si nous n'avons pas notre portable, nous sommes mal à l'aise. Il y a quelque chose qui manque. Nous sommes en marge de quelque chose. Si nous n'ouvrons pas notre portable, nous manquons de quelque chose. Et ce sont des études qui se font actuellement sur ça, et c'est assez énorme, ça mériterait une séance en soi. Comment cette relation pathologique que nous avons aujourd'hui avec cette machine qui nous accompagne. C'est quelque chose de très, très, très grave. Et ça a des impacts qui aujourd'hui sont étudiés, qui sont connus, et ça entraîne des pathologies qui aujourd'hui sont tout à fait connues. Et nous croyons pouvoir échapper à ça, mais c'est une erreur. C'est une machine à illusion. Nous pensons que nous sommes hyper connectés aux autres. Nous n'avons jamais eu de relation aussi superficielle, aussi peu profonde, dans cette rapidité, dans cette accélération de ça va, tu vas bien, tu vas pas, dans cette relation qui est basée sur l'information courante, rapide. Nous pensons que nous sommes cultivés alors que nous passons notre temps à papillonner. Avec cette façon facile, nous n'approfondissons pas les choses. Et en même temps, cette paresse intellectuelle dans laquelle nous rentrons fait que bien, nous n'avons plus le courage
de forcément lire un livre de la première à la 1000e page, de faire l'effort intellectuel de comprendre, d'aller dans des choses complexes. J'en parlais avec toi tout à l'heure, cette perte petit à petit de la capacité à conceptualiser, à être dans l'abstraction, finalement, c'est pas la peine, c'est facile, je suis trop libre, c'est fait. Bon, alors, dis-nous ce que tu veux dire, et puis voilà, dis-nous une phrase, et on a réglé la chose, on n'a pas la tête à ça. Et en fait, on n'a pas la tête à ça, fait qu'on perd la tête à ça. Le problème n'est pas que l'on choisit, le problème est que l'on subit, et que nous perdons des compétences. Nous pensons que nous sommes heureux, alors que nous ne sommes que distraits, que hyperstimulés, amusés. Le bonheur nécessite de la présence, il nécessite de l'attention, il nécessite de la profondeur. Nous n'en avons plus ni l'une, ni l'autre, ni l'autre. Nous allons voir aujourd'hui ce que la psychologie nous a appris. Qu'est-ce que ça nous a appris sur le bonheur et sur le bien-être? Eh bien, la psychologie du bonheur a fait du bonheur une science à part entière, c'est-à-dire qu'elle en a fait un domaine à part entier, et elle l'a fait avec une approche scientifique, donc avec des études, avec des outils, des travaux qui permettent d'évaluer. Donc nous avons des mesures aujourd'hui pour évaluer l'indice de satisfaction de la vie, nous avons des mesures pour évaluer les émotions positives, les émotions négatives, et de faire des séries, et d'avoir des conclusions sur ces séries-là. Nous avons également des approches. C'est très très long de vous parler de toutes les approches thérapeutiques qui nous permettent d'approcher le bien-être ou le mal-être. En tout cas, nous avons beaucoup appris sur les processus mentaux, sur les processus comportementaux, sur ce qui se passe au niveau des émotions. Et la psychologie est arrivée dans des conclusions communes, mais il y a des points de discordance, il y a des divergences dont je vais vous parler. D'abord, la psychologie moderne considère que c'est limiter le bonheur que imaginer qu'il consiste en la réalisation d'objectifs et d'idéaux, ce que par exemple proposaient les philosophes. Il s'oppose également à l'idée que le bonheur, le bien-être serait une récompense divine ou une grâce, comme pour les mystiques. Pour eux, le bonheur est un ensemble de facteurs intriqués, biologiques, sociaux, environnementaux, culturels. Et autre chose, autant les philosophies, les connaissances de nos ancêtres, des anciens Jdouda, comme on dit, insistaient sur la tranquillité de l'âme, autant la psychologie moderne s'intéresse aux émotions. Donc c'est la gestion de la souffrance, c'est la gestion des émotions. Ça a amené au fait qu'une nouvelle psychologie s'est développée parce que les émotions, c'est-à-dire remplacer les émotions négatives par des émotions positives, et c'est ainsi qu'une psychologie a été créée qui s'appelle la psychologie positive ou la psychologie du bonheur. Elle a beaucoup apporté et en même temps elle a eu des limites et des raccourcis qui en font ses faiblesses. Je répondrai à vos questions si vous intéressent, c'est assez profond comme élément. Enfin, on ne peut pas simplement résumer ça de cette façon, mais du moins on le sait. Maintenant, je voudrais vous parler d'une idée centrale dans le domaine de la psychologie et sa relation avec le bonheur. C'est ce qu'on appelle la théorie de l'adaptation hédonique. Alors c'est vraiment majeur. C'est un travail qui a été fait dans les années 70 et l'équipe a pris 3 groupes de personnes. Elle a pris un groupe qui avait gagné au loto, un très grand bonheur, un groupe qui avait eu des accidents très graves, des personnes qui étaient sur fauteuil, qui étaient paraplégiques, et puis un groupe de personnes qui étaient en bonne santé, bonne santé. Et donc ils ont comparé ces groupes. Ils se sont rendus compte que, en fait, ils ont comparé le bonheur dans ces trois groupes. Et ils ont constaté que les gagnants de loterie, en fait, se sentent très heureux quand ils gagnent, un bonheur beaucoup plus élevé à celui du groupe de référence.
Et en fait, avec le temps, ça diminue et ils reviennent à un état antérieur, une sorte de l'état où ils étaient avant, qu'on appelle le bonheur de référence. De la même façon, ils se sont aperçus que chez les handicapés, donc ces personnes qui ont eu un accident très grave et qui ont perdu l'usage de la jambe, il y a eu une très grosse souffrance, très grand malheur, qui a duré un certain temps, variable selon les personnes, et puis petit à petit, leur état de bien-être, leur état de bonheur ou de malheur, est revenu à l'état antérieur. Et cette adaptation, c'est ce qui est la théorie de l'adaptation hédonique, elle est majeure. C'est un constat majeur, ça a donné lieu à beaucoup de travaux et ça a impacté l'approche des choses. Pourquoi cette théorie, en fait, elle affirme que les individus ont toujours tendance à s'adapter aux circonstances de leur vie, quelles qu'elles soient positives ou négatives. Il y a une adaptation et à revenir à l'état de bonheur. Le temps de retour dépend, mais à revenir à un moment, à ce que voilà, on s'habitue et on revient à l'état où on était avant. C'est énorme comme constat. En fait, le bonheur de référence, c'est l'état de bonheur moyen ou habituel de chaque individu. C'est votre état de base. Alors vous allez avoir des pics de joie, puis vous allez avoir des pics de souffrance, et puis vous allez revenir à l'état de base. Si vous êtes un râleur, eh ben, après ce qui vous est arrivé de très joyeux, de très content, vous allez recommencer à râler. Si vous êtes quelqu'un d'optimiste, eh bien, vous avez eu des difficultés, et puis au bout d'un moment, vous allez revenir à cet état antérieur. Et on voit bien qu'il y a des gens qui ont toujours la pêche. Alors je pense en particulier à un ami qui s'appelle Abrani, et qui est quelqu'un qui a des conditions économiques très moyennes, mais qui a toujours la pêche, il est toujours content. Qu'il y ait des difficultés ou pas de difficultés, toujours heureux. Et pour cette joie-là, ce bonheur-là, beaucoup d'autres personnes qui ont des conditions incroyables matérielles donneraient tout l'argent du monde pour pouvoir être dans cet état-là, joyeux, content, très content, toujours, ça va très bien, ça va très bien. C'est même très étonnant. Alors, une question qu'on pourrait se poser, ce bonheur de base, ce bonheur que chacun a, nous, de base, quels sont les paramètres? Qu'est-ce qui impacte ce bonheur de référence? De quoi il dépend? Eh bien, en l'étudiant, la conclusion est qu'en fait, il dépend de facteurs génétiques de manière claire. Et par exemple, vous avez des familles de gens soucieux. Hein, on peut être anxieux de père en fils. Donc, il y a quelque chose de familial ou de tribal. On parle de génétique. Et puis, il y a des événements de vie majeurs. Évidemment, quelqu'un qui a été traumatisé, qui a été abusé, ne va pas avoir le même niveau de base, dès le départ, que quelqu'un qui a vécu dans des conditions de vie optimales. Donc, la qualité, la stabilité des relations interpersonnelles intervient également. Et quand je parle de ces qualités, c'est dans quel cocon vous êtes. Ça peut être une qualité au niveau d'un couple, ça peut être une qualité au niveau d'une famille, ça peut être pour quelqu'un qui vit seul une qualité d'un cercle amical, ça peut être pour quelqu'un qui n'a pas d'amis intimes une qualité dans une appartenance. Ce sont la qualité des relations personnelles. Et puis la santé physique, évidemment, et mentale. S'il y a des maladies chroniques, vous n'avez pas le même niveau de base que si vous avez... si tout va bien, ou alors des troubles mentaux. Alors, quelle est la conclusion de cette théorie et pourquoi elle est fondamentale? Eh bien, c'est parce que on en arrive à la conclusion qu'il faut augmenter son niveau de bonheur intrinsèque et non pas dépendre des gratifications extérieures. Alors, on va y revenir. Il faudrait pouvoir augmenter le niveau de bonheur de base. Le bonheur authentique, ce qu'on appelle le bonheur intrinsèque ou le bonheur authentique, ça peut être défini comme un état de contentement, de paix
et de satisfaction qui émane de nous, qui émane de notre vie intérieure, qui est dans l'intérieur d'une personne. Et bien depuis ces découvertes, les penseurs ont remis en question ces normes, et qui considèrent par exemple que c'est avec des biens, avec des conforts, c'est avec la sécurité que l'on peut assurer le bonheur. Non pas que ce soit faux, attention, ne tombons pas dans l'excès, mais de comprendre que tout notre travail, toute notre attention, doit aller dans ce renforcement du bonheur intrinsèque, alors qu'au contraire, nous mettons toute notre énergie dans le bonheur extrinsèque. Nous mettons toute notre énergie, toute notre attention à renforcer les gratifications extérieures. On s'aperçoit également que aussi bien la psychologie que les philosophies, que les spiritualités vont converger vers certains enseignements et nous allons avoir des cheminements communs et c'est ce que je vais vous présenter maintenant pour renforcer notre bonheur intrinsèque. L'image, il y a une incompatibilité entre nos ordinateurs. Je suis sur Mac et vous êtes sur PC. Mac et PC. D'abord, cultiver des attitudes optimistes. Alors, l'optimisme est une attitude. C'est une disposition intérieure. Et en faire une habitude de fonctionnement, une habitude de pensée, parce que tout simplement le bien-être ne peut pas être permanent, parce qu'il y a forcément des difficultés. Pensez qu'intérieurement recevoir ce qui vient avec optimisme. Eh bien, c'est une habitude à mettre en place. Il y a des personnes qui tout le temps vous disent « ça va aller, et ça ira ». Je ne parle pas de la caricature de Mackay Mouchkine, parce que ça c'est autre chose. Mais recevoir ce qui vient avec cette ouverture, c'est ça l'optimisme. Une attitude de très grande valeur, qui est liée à celle que je viens de dire, c'est l'acceptation. Alors, je voudrais prendre un petit moment pour parler de cette acceptation. Tout accepter sans résistance et jugement. Voilà une grande démarche, aussi bien philosophique que spirituelle que psychologique. Alors c'est pas simple se lâcher prise, parce que accepter ne signifie pas la résignation. Accepter ne signifie pas ne pas changer. Nous avons à changer ce qui doit et qui peut être changé. Mais tout en le faisant, nous avons à entretenir en nous le oui. Oui à ce qui vient. C'est d'une immense puissance et c'est d'une immense difficulté. Mais c'est le travail qu'il y a à faire. En spiritualité, il y a cette acceptation des choses. Cette acceptation comme, alors, on le voit autour de nous au niveau religieux, mais ce n'est pas le fatalisme. C'est différent, on pourra développer si ça vous intéresse. Ce n'est pas le fatalisme, c'est tout ce qui est, d'accord. Cette théorie est allée plus loin, cette proposition est allée plus loin par aimer ce qui est. Non pas seulement l'accepter, mais l'aimer. Aimer, être amoureux de ce qui vient, c'est-à-dire, je me suis fait mal, je vis cette chose de je me suis fait mal comme quelque chose qui est bien. Il y a probablement un enseignement, il y a probablement une belle chose, ce que j'ai à vivre avec ça, ce que j'ai à connaître, ce que j'ai à savoir, et le fait de savoir que ce que j'ai est encore moins grave que ce qui pourrait être. Cette attitude d'aimer, d'accepter, d'aimer la vie est une attitude d'une très très grande puissance. Chez les musulmans, on retrouve ça également dans le don de soi au Tout-Puissant. Ce qui est donné, c'est ce qu'il y a de mieux. C'est certainement ce qu'il y a de mieux, et je n'en doute pas. L'acceptation, aimer ce qui est, amène à quelque chose de tout aussi puissant, qui est la gratitude. Je voudrais prendre un petit moment pour cette gratitude. C'est une émotion transformante. Mais ce n'est pas ce que l'on voit de
c'est plus loin encore. C'est un vrai alhamdoulilah. Ce n'est pas mental, ça se situe au niveau du ressenti. Très souvent, des gens, vous discutez avec des gens, et moi je le vois en consultation, c'est oui, non mais, là, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. C'est une joie de ce qui est. C'est un ressenti joyeux, satisfait de ce qu'il y a. Et j'écris là, gratitude pour ce que nous avons, et non pas frustration pour ce que nous n'avons pas. C'est gratitude pour ce que nous sommes, et non pas colère pour ce que nous ne sommes pas. Lorsque nous avons de la gratitude, nous devons immédiatement observer ce qui, à côté, n'est pas de la gratitude. Je bois de l'eau, je suis vraiment contente de boire de l'eau. Vous voyez, c'est en permanence une observation interne de ce qui se passe. La gratitude est une direction. Qu'est-ce qui sabote la gratitude? Plusieurs choses pourrissent ça, par exemple, ce que je viens de vous dire, c'est de savoir qu'à côté de la gratitude, vous avez d'autres choses, et ça sabote. Mais il y a d'autres choses. Il y a, par exemple, ce dont je vous ai déjà parlé, qui est la comparaison. La comparaison est un poison de la gratitude. Vous n'avez pas idée combien vous vous comparez en permanence. Vous avez l'impression que oui, mais intellectuellement, mais non, c'est pas vrai. En réalité, si vous observez intimement, vous vous rendez compte que c'est presque spontané, inné. Il faut faire attention à cette comparaison pour que ce soit une force lorsqu'elle est obligatoire, lorsqu'elle est systématique, lorsqu'elle est pulsionnelle, mais qu'elle ne soit pas une faiblesse. Alors, un autre poison pour la gratitude, c'est le non-contentement. Vous avez des personnes qui vont être contents parce qu'ils ont réussi, mais la vérité, c'est qu'ils pourraient réussir l'examen d'après. Et il faut réussir l'examen d'après. Donc, c'est toujours une gratitude sous condition, c'est-à-dire il y a encore toujours plus, toujours plus, toujours plus. Dans nos traditions, nous parlons de qana'a, et le qana'a, c'est le contentement. C'est ce que j'ai suffit. Là où j'arrive, ça me suffit. Mais si immédiatement je repars sur « mais c'est très bien, mais ce serait merveilleux ici, ce serait formidable ici », va à nouveau être un sabotage de la gratitude. Et ça n'a rien à voir avec l'absence de motivation ou d'ambition, ce n'est pas la même chose. Finalement, la psyché humaine, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de subtilité, et c'est vraiment déplacer quelque chose, et puis une autre chose, se déplacer, se redéplacer quelque chose. C'est de la bonderie, le travail sur la psyché. Un autre point, le cinquième, pour élever notre niveau de bonheur intrinsèque, eh bien, c'est avoir des activités, choisir des activités qui nous plaisent, qui nous accomplissent, qui nous donnent le sentiment de nous accomplir, et qui ont du sens pour nous. Et ça permet des expériences qui sont des expériences de vie satisfaisantes, ressourçantes. Il y a une théorie qui s'appelle la théorie du flow, et qui est une très, très, très belle théorie, qu'a établi un psychologue hongrois au nom imprononçable dans les années 70, Milai, a découvert qu'il y avait par moments, des instants. Vous avez tous vécu des instants comme ça, où vous faites quelque chose, une activité, et vous êtes submergé de joie ou de plénitude avec cette activité. Ça peut être chacun. Parfois c'est chanter, parfois c'est danser, parfois c'est rire avec une amie. C'est une activité qui nous permet de ressentir que nous sommes au mieux de nous-mêmes. Mais Milai va plus loin, il parle d'activités où il y a un défi. Et que ce défi puisse être relevé par nos compétences. Lorsqu'il y a un ajustement entre les défis de l'expérience et les compétences, ce potier, par exemple, a la compétence pour monter ça, mais c'est en même temps un défi, donc il a une grande concentration pour réussir. Il vit une expérience de flow. Et plus on vit ces expériences de flow, et plus on fait une expansion de notre être. Sixième.
entretenir de belles relations avec les autres. C'est la chose à laquelle, évidemment, on va spontanément penser à vouloir avoir de belles relations avec les autres, mais est-ce qu'on les entretient? Est-ce qu'on les cultive? Ou est-ce que finalement, on est emporté par la vie et on ne veut pas se disputer, tout simplement? Mais savoir la beauté, là. Je me souviens de cet homme que j'accompagne, à qui j'ai posé cette question. Je lui dis, comment ça va avec votre femme? Parce que ce n'est pas du tout un problème qu'il a, on travaille sur autre chose. Il me dit, ça va. Et il continue, on est sur... Et je lui dis, mais ça va, c'est-à-dire, parlez-moi de votre relation avec votre femme. Non, rien de spécial. Donc, il repart à nouveau du travail. Je le ramène sur... Et en fait, c'est une... Ça ne veut rien dire. C'est juste, il n'y a pas de dispute, donc ça va. Et je suis rentrée avec lui dans une séance pour lui dire la chance qu'il avait d'avoir l'opportunité de vivre une relation riche, profonde, nourrissante avec un autre être qui se réveille avec lui et s'endort avec lui. Et c'est une expérience, une opportunité formidable d'approfondir, de nourrir. Mais pas seulement au niveau du couple, évidemment, pas seulement au niveau du couple. Nous avons des opportunités en permanence de faire des relations nourrissantes pour l'âme, comme la nourriture nourrit notre corps, les relations d'amour, de bienveillance avec les autres nourrissent notre âme. Et je voudrais vous parler de la bienveillance. Pratiquons-nous la bienveillance? Vraiment. Qu'est-ce que vous en pensez de la bienveillance? Être bienveillant vis-à-vis des autres, c'est les regarder et avoir un élan positif. Vouloir du bien. Voilà ce que c'est, la bienveillance. Expérimenter la bienveillance au quotidien. Expérimenter spontanément, gratuitement, d'être bienveillant en pensée, d'être bienveillant dans le sentiment avec les autres. C'est profondément nourrissant, parce qu'on peut être bienveillant avec des gens avec qui on n'a pas de relation. Parfois, on me dit, oui, mais moi je suis seule, et avec qui je veux avoir des relations riches? Mais c'est ce que je veux, c'est ça qui me rend malheureux. Personne n'est complètement seul. Personne n'est complètement seul. Et il y a toujours la possibilité de pratiquer cette bienveillance. Je voudrais vous parler de l'étude de l'infirmière Brogniart. C'est une très très belle étude qui a été faite il y a une quinzaine d'années. Elle a été publiée dans plus d'une dizaine de langues, plus exactement 15 langues. Et c'est une étude qui a fait date. Brony, c'est une infirmière australienne qui travaille dans un hôpital, un service de soins palliatifs. Est-ce que c'est que les soins palliatifs sont les soins qu'on donne aux gens qui vont mourir en fait, donc pour qu'ils meurent sans trop de douleur, ils vont mourir, il n'y a rien à faire, ils sont à la fin de leur vie, et donc on essaie de faire en sorte qu'ils meurent facilement. C'est atroce comme mot. Et donc elle a posé la question à ces personnes, elle leur a dit quels sont vos regrets? Qu'est-ce que vous regrettez dans votre vie? Est-ce que vous avez des regrets? Est-ce que c'est une question qu'on se pose? Bien souvent, je pose cette question en consultation. Posez-vous cette question. Si vous aviez à mourir maintenant, qu'est-ce que vous regretteriez? Aucun. Magnifique. Magnifique. Approfondissez. Il s'agit de mourir en n'ayant aucun regret. Eh bien, en approfondissant vraiment, sincèrement, en approfondissant vraiment avec des gens qui vont mourir de suite, pas nous, approfondissez. Quand nous savons que nous allons vivre, nous approfondissons. Voici ce qu'ont dit ces personnes qui allaient mourir. Elles ont donné 5 regrets qui sont venus. Je vous les lis. Je regrette d'avoir vécu selon les attentes des autres au lieu de suivre mes rêves. Je regrette d'avoir consacré trop de temps et d'énergie à ma carrière au détriment de ma vie privée. Je regrette de ne pas avoir exprimé mes sentiments sincèrement. Je regrette de ne pas avoir maintenu le contact avec mes amis, de ne pas avoir accordé d'importance aux relations sociales. Je regrette de ne pas avoir choisi volontairement, délibérément, d'être heureux.
Cette étude démontre de façon limpide, vraiment limpide, que ce qui est le plus important dans la vie, aucune de ces personnes n'a regretté de ne pas avoir de possession, de biens matériels, de ne pas avoir fait carrière, de ne pas avoir été célèbre. Aucune de ces personnes n'a regretté ça. Mais les regrets, quand il y a eu des regrets, ça a toujours été de ne pas avoir eu de relations suffisamment riches, de ne pas avoir assez aimé. Comme dit la chanson, l'amour qu'on aura partagé et qui continue à être et qui restera toujours, toujours le sens essentiel de notre existence. Le sens de notre existence. Se poser la question, quel est le sens de ma vie? Il n'y a aucune moralité à avoir là-dedans, il n'y a aucune imitation à avoir. Quel est le sens? Quel est le sens de ma vie? Et ce que je ne voudrais pas regretter pose, justement, nous éclaire sur le sens de la vie. Ce n'est pas facile de connaître le sens. Quel est le sens essentiel qu'on voudrait que notre vie ait? Identifier ce qui est significatif pour nous et choisir des buts qui soient en accord avec nos valeurs. Et cette quête de sens peut prendre diverses formes. Ça peut être, par exemple, un engagement militant pour une cause. Ça peut être, par exemple, un engagement au niveau communautaire. Ça peut être une créativité artistique. Ça peut être avoir des enfants, nous occuper de nos enfants. Ça peut être différentes choses. Mais il s'agit d'être profondément convaincu, indépendamment de l'extérieur. On peut parfois se dire, moi ce que j'aurais voulu, c'est, j'aurais voulu être, je ne sais quoi, architecte, parce qu'il se trouve que dans ma famille, mais j'approfondis derrière. Et c'est toujours ce que je fais. Une question est posée, je pose ce que j'aurais voulu, et puis derrière ça, on redemande. Mais pourquoi tu voudrais être là? Et encore, et plus vous approfondissez, et plus vous trouvez d'autres sens, qui éclairent vraiment sur le sens profond que vous voulez donner à votre vie, sur la direction que vous voulez. La pratique spirituelle a donné un sens à la vie à beaucoup de personnes. Il n'est pas obligatoire d'avoir une pratique spirituelle pour trouver du sens à sa vie, mais elle permet par cette connexion à une force supérieure, à plus grand que nous, ça peut être la vie quand ce n'est pas Dieu, d'apporter un sentiment de sécurité, un sentiment de paix, de confiance. Et ça donne aussi parfois un cadre moral et éthique pour nos choix de vie. Et j'en finis avec le 8e point, qui est celui d'être empathique, d'être compatissant. J'aimerais développer ce dernier point parce que, pour moi, c'est le point central et puis ça rejoint le sens aussi de cette conférence. Parce que ce que je considère, c'est que l'une des plus grandes illusions du bonheur personnel, c'est de penser qu'il peut se faire dans l'indifférence des autres. Et si je vous dis ça, c'est parce que le développement personnel amène à ça. Ne pas se soucier des autres. On a une expression qui dit et en fait, il y a cette. Bien entendu, c'est un approfondissement aussi à voir, parce qu'il y a comment le comprendre. Mais l'empathie est très, très puissante. Vous savez, il m'arrive dans le cabinet d'entendre quelqu'un dresser une liste de revendications sur ce que doit faire son partenaire. Donc quasi la méconnaissance totale des besoins de son partenaire et de ses souffrances. Et c'est quelque chose qui nous coupe, l'égocentrisme, l'autocentrisme nous coupe des autres et nous empêche d'être réellement heureux. Parce que nous sommes interdépendants, nous sommes interconnectés, que nous voulons ou nous, c'est une loi de la biologie, c'est une loi de la société, c'est une loi humaine, comme les cellules sont interdépendantes au sein d'un même corps. C'est une illusion de croire que nous pouvons réellement vivre sans connexion avec les autres. Et je ne pourrais pas être là s'il n'y avait pas eu ceux qui ont été là pour moi et que je sois là pour pouvoir vous parler et pour que vous soyez aussi là à écouter. Nous sommes totalement interconnectés. Et c'est ce que je dis, nous pouvons être heureux pour rien, nous pouvons être heureux sans rien, mais nous devons être heureux avec les autres. Un petit mot pour expliquer la compassion, finalement, oui, c'est bien, au niveau moral, c'est bien. Ce n'est pas que bien, c'est nécessaire. La compassion, l'empathie est quelque chose à développer en nous, sinon nous en manquons. Sinon, c'est un manque qui s'impacte.
ressentir les autres, ressentir l'empathie, ressentir le désir sincère d'aider les autres. Ça ne s'arrête pas à nos proches. Parfois, vous entendez des personnes dire oui, mais bien sûr, ça me dérape. Mais ça reste toujours tribal, ça reste pousser cette empathie, pousser cette compassion à voir les autres comme d'autres nous-mêmes. Et parce que si je ne suis pas égoïste juste avec les miens, je continue à simplement élargir l'égoïsme. Il y a beaucoup à dire. La compassion est bénéfique en tant que pratique et je voudrais vous parler, là je ne sais pas si ça va apparaître avec cette incompatibilité ici. Ça élève notre âme, ça élève notre conscience. Être empathique, être compatissant nous élève. Ça nous met en lien avec les plus hautes valeurs humaines, à savoir la solidarité, la générosité. Ça favorise la réalisation personnelle, le sentiment d'estime de soi. Ça donne un sens. Ça réduit les niveaux de stress et d'anxiété. Alors, des travaux ont montré que les personnes compatissantes, empathiques, qui s'engagent dans la compassion, ont des taux de pression artérielle moins élevés, ils ont une bonne santé cardiaque. Ça ne veut pas dire que si vous êtes compatissant, vous n'avez pas de problème cardiaque, mais ça améliore la santé cardiovasculaire. Ça améliore l'état de notre système immunitaire. C'est comme si finalement, comme pour le corps qui a besoin d'aliments de qualité, notre corps psychique, notre corps spirituel a besoin également d'être en lien avec les âmes dans une belle qualité. Ça contribue évidemment à un monde plus juste, plus solidaire, et ça donne du sens à notre propre vie. Donc rendre les autres heureux nous rend heureux. Et c'est en fait l'équilibre qu'il y a à trouver entre le bonheur personnel et le bonheur des autres pour que la quête d'un bonheur personnel ne soit pas un chemin d'illusion. Il est important d'introduire et de savoir que nous sommes un au milieu des autres. Merci.